à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de week-end. Voici les titres que nous développerons ce vendredi 14 novembre. La fête nationale arrive à grands pas, la première répétition a eu lieu aujourd'hui. Le couple princier a remis les colis de la Croix-Rouge monégasque à ses bénéficiaires et vous allez le voir dans les écoles aussi, on se prépare pour le jour J. Sur le volet santé, la principauté s'attaque au cancer du poumon, le cancer le plus mortel. Une campagne de prévention est en cours. Le chef du département de médecine interne du CHPG sera notre invité. Et puis avant d'ouvrir une page sport, nous irons au One Monte Carlo où le salon de bijoux Joya bat son plein. La princesse Charlène était présente lors de son inauguration hier. Journée de réjouissance pour tous les monégasques. La fête du prince approche le 19 novembre. C'est déjà mercredi prochain. En attendant, le pays se prépare. Les rues se sont parées de rouge et blanc. Et aujourd'hui, à 7h ce matin, avait lieu la toute première répétition au Stade Louis II. Une répétition avec les différentes unités, comme vous pouvez le voir sur ces images. À noter que la fête nationale sera à suivre comme chaque année en direct sur Monaco Info dès 9h30. C'est la tradition. En marge de l'événement, le couple princier a remis aux personnes fragiles de Monaco et des communes limitrophes les colis gourmands de la Croix-Rouge monégasque. Les bénéficiaires qui le pouvaient se sont déplacés ce matin au siège de l'association. Je vous propose d'écouter la responsable du service social au micro de Fabien Bonilla. Nous avons invité 115 personnes, 115 bénéficiaires. Je pense qu'ils ne seront pas tous présents, mais en tout cas, voilà, c'est le nombre total des bénéficiaires. Et sachant que cette année, la moyenne d'âge, elle est de 79 ans. Ce sont des bénéficiaires qui sont retraités et qui résident à Monaco. Donc c'est des personnes qui sont inscrites sur nos listes au service social depuis plusieurs années et voilà, qui sont accompagnées par le service social. C'est un petit peu symbolique, ça leur montre que la Croix-Rouge est présente pour eux et pour les accompagner sur différents plans et à ce niveau-là aussi, et voilà, les associer aussi aux festivités liées à la fête nationale. Le fait que ce soit le couple princier qui remette les colis, c'est forcément assez apprécié par les bénéficiaires. C'est l'occasion pour eux de rencontrer le couple princier qui est effectivement très impliqué dans tous ces événements en tant que président de la Croix-Rouge monégasque. Donc c'est vrai que c'est assez appréciable pour eux. En parallèle, ce matin, au musée océanographique, la remise des médailles s'est poursuivie. Le ministre d'État Christophe Mirmand a remis les médailles d'honneur pour la fonction publique et cet après-midi, les médailles d'honneur au personnel du centre hospitalier Princesse Grace. Des cérémonies diffusées en intégralité sur Monaco Info et à retrouver sur notre chaîne YouTube quotidiennement. Et puisque la fête nationale est une fête qui rassemble, des élèves de la British School of Monaco sont initiés aux traditions et notamment culinaires du pays. Une soixantaine d'enfants a participé à un concours de création de fougasses monégasques en pâte à sel. Le récit de Frédéric Elion sur les images de Lionel Bernardi. C'est un projet original et fédérateur autour du patrimoine culinaire monégasque. Quelques jours avant la fête nationale, des élèves de la British School of Monaco ont pu faire parler leur créativité lors d'un petit concours artistique. J'ai décidé d'organiser, à la base c'était prévu que dans ma classe en CE2, un atelier artistique, reproduction d'une fougasse monégasque en version pâte à sel. J'ai trouvé un enthousiasme profond dans ma classe et de là, j'ai décidé de développer dans toute l'école une compétition de fougasse en version pâte à sel. À la base, ils étaient censés reproduire une fougasse classique, mais j'ai préféré, pour un petit peu les stimuler, leur demander une création de symbole, le symbole de Monaco au milieu de la fougasse. 62 élèves de 7 classes de l'établissement, de la grande section au CM2, participent donc à ce concours dans le cadre de leur cours d'art plastique. I'm making a fougasse. And why are you making it? Because it's a dish of Monaco. And can you tell me why there is those two colors, the red and the white? Because it's the color of the Monaco flag. Do you like that kind of activity? Yeah. Why? Because I just like making cookies and round things. Verdict de ce concours le mardi 18 novembre, veille de la fête nationale. 2 vainqueurs seront choisis par classe et ils repartiront avec une vraie fougasse monégasque qu'ils pourront déguster à la maison en famille. Et oui, rien ne remplace la vraie fougasse.
Il fait de nombreuses victimes chaque année. Le cancer du poumon peut pourtant être traité efficacement lorsqu'il est détecté tôt. Une nouvelle campagne de prévention vient d'être lancée à Monaco. Le docteur Bruno Taillant, responsable dépistage et prévention au CHPG, nous en détaille les modalités dans cette interview réalisée par Patricia Navarro. Bonsoir Bruno Taillant. Bonsoir Patricia. Nous sommes en plein mois sans tabac et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement a décidé de lancer une campagne de prévention en lien avec le cancer du poumon, une campagne de dépistage. Le cancer du poumon, c'est l'une des principales causes de décès par cancer, c'est cela ? C'est une des principales causes de décès par cancer chez l'homme, mais cette année, c'est la principale cause de cancer par décès chez la femme, puisque ça vient de dépasser le cancer du sein. Donc c'est un problème de santé publique. Le tabac étant responsable de 85% des cancers du poumon et de 75 000 décès par an. Et est-ce que le cancer du poumon, aujourd'hui, reste aussi l'un des cancers les plus difficiles à traiter ? C'est un cancer qui est très difficile à traiter parce que c'est un cancer qui, dans 3/4 des temps, est dépisté tardivement. Et donc, la chirurgie est dépassée et en dépit de progrès thérapeutiques majeurs, en plus de la chimiothérapie, comme ce qu'on appelle l'immunothérapie ou les traitements ciblés, c'est un cancer très grave puisque seuls 20% des patients diagnostiqués sont encore en vie à 5 ans. Mais donc, détecter précocement, les chances de guérison augmentent et sont réelles ? C'est tout l'enjeu du problème, c'est-à-dire il faut inverser ces 75% de diagnostics tardifs au profit de 75% de diagnostics précoces, ce qui permettra de diminuer très largement la mortalité de plus de 20%. Et comment se déroule ce dépistage ? La première étape, c'est un questionnaire. Il faut souligner quand même que sous l'impulsion de notre conseiller, le docteur Robineau, Monaco va être un des premiers pays d'Europe à réaliser ce dépistage, puisque seule la Croatie réalise le dépistage de façon généralisée depuis 2020. Tous les autres grands pays européens comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne en sont pour l'instant à des études pilotes et n'ont pas encore formalisé ce dépistage organisé. Alors, bien sûr, il y a des critères. Ces critères, ce sont être fumeur ou ancien fumeur, avoir arrêté le tabac depuis moins de 15 ans, être suffisamment jeune, c'est-à-dire entre 50, 75 ans, voire 80 ans, mais suffisamment jeune, ça veut dire être capable d'avoir une intervention chirurgicale en cas de diagnostic précoce. Et bien sûr, ce qui est souhaité, c'est que les patients qui s'inscrivent dans cette campagne de dépistage soient dans un programme de sevrage tabagique. Tout est prévu à ce niveau-là. Et donc, dans l'immédiat, ça sera un questionnaire, puisqu'on a déjà, la campagne est lancée depuis le 17 octobre. Dans l'immédiat, on envoie à peu près 200 questionnaires par semaine aux assurés sociaux monégasques. Et ensuite, après ce questionnaire, comment se traduit très concrètement ce dépistage ? Très concrètement, ils ont un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler. On a des accords entre l'hôpital, le CHPG, bien sûr, avec le docteur Mensan, pneumologue, le docteur Baquet, radiologue, mais également avec tous les organismes de radiologie de Monaco, et notamment sous l'impulsion du docteur Liberator. Et à partir de là, on donne si les patients sont éligibles, on donne un rendez-vous de scanner. L'avantage, c'est un scanner à faible dose, donc ça veut dire que c'est un scanner qui entraîne peu d'irradiation. C'est l'équivalent de ce que vous subissez comme irradiation pendant 6 mois en vivant normalement. Donc, c'est un scanner faiblement irradié, c'est un scanner où il n'y a pas d'injection de produits iodés, donc aucune contre-indication, aucune toxicité. C'est indolore pour les patients et c'est extrêmement rapide. Donc, il suffit, quand les patients reçoivent la lettre, de contacter le centre de dépistage et à partir de là, ils auront un rendez-vous pour un scanner et ensuite, bien sûr, un rendez-vous pour leur donner le résultat du scanner et décider de la stratégie thérapeutique éventuelle, c'est-à-dire les confier à un pneumologue ou simplement faire un contrôle annuel régulier. Vous l'avez souligné en introduction, le tabac reste l'une des causes majeures des cancers du poumon et d'autres maladies aussi d'ailleurs. C'est exactement ça, puisque le tabac est responsable de 85% des cancers du poumon. Et donc, sur les 75 000 décès par an liés au tabac, vous avez à peu près 45 000 décès liés au cancer, mais vous avez également 20 000 décès qui sont liés à toutes les complications cardiovasculaires, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, et vous avez également des décès liés aux maladies pulmonaires chroniques, comme l'emphysème, la bronchite chronique obstructive et d'autres.
Et quid du tabagisme passif? Là aussi, cela peut être l'origine d'un cancer du poumon? Eh ben, c'est dramatique, le tabagisme passif. Par exemple, l'OMS donnait les chiffres dernièrement. Vous avez 8 millions de décès par an dans le monde de cancer du poumon. Sur ces 8 millions, il y en a 1 million qui n'ont jamais fumé. C'est le tabagisme passif. C'est de l'ordre de presque 10% des cancers du poumon. Et y a-t-il d'autres facteurs de risque pour le cancer du poumon? Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs de risque que le tabac, puisqu'il y a aussi des facteurs génétiques, puisque maintenant, de plus en plus, on met en évidence un certain nombre d'anomalies au niveau des gènes, au niveau moléculaire, et il y a d'autres facteurs par rapport à l'alimentation, par rapport aux pesticides, par rapport au benzène, bien sûr. Merci docteur pour toutes ces explications et donc on invite le plus grand nombre de ces assurés qui recevront ce questionnaire à le remplir dans les meilleurs délais. Et à se manifester, et en cas de doute ou d'interrogation pour connaître leur éligibilité, qu'ils n'hésitent pas à contacter le centre et à partir de ce simple questionnaire, ils pourront être mis dans la filière de dépistage ou conseillés. Il faut savoir aussi qu'on est en lien avec la consultation de tabacologie du CHPG et que ces patients qui vont désirer, c'est le mois sans tabac, donc ces patients qui vont désirer un sevrage, le dépistage c'est bien, mais le sevrage c'est primordial. On pourra les mettre en contact avec le docteur Monéa, responsable du centre de tabacologie. Oui, voilà, c'est une chaîne beaucoup plus large. Merci, docteur Bruno Taillant, d'avoir été notre invité. Je vous en prie, au plaisir, Patricia. Pour évoquer Merci. le lancement de cette campagne de dépistage du cancer du poumon. Merci. Merci, au plaisir. Autre fléau, le diabète, souvent lié à la génétique ou à une mauvaise alimentation, touche des centaines de millions de personnes dans le monde. À l'occasion de la journée mondiale dédiée à la maladie, aujourd'hui, le 14 novembre, il était possible de se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous à l'esplanade de Fontvieille. Fabien Bonnia et Camille Caloni s'y sont rendus. Pour la 3e année, la Croix-Rouge monégasque organise une grande journée de mobilisation du côté de Fontvieille. Le diabète est une maladie qui ne se transmet pas, mais qui reste un fléau dans notre ère moderne où nous vivons parfois dans le royaume de la malbouffe, entre soda et gâteaux trop sucrés. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 11% de la population mondiale âgée de 20 à 79 ans vit avec un diabète et parmi ces personnes, plus de 4 sur 10 ne savent pas qu'elles sont diabétiques. C'est une journée extrêmement importante parce que le diabète est un problème de santé publique mondial, à tel point qu'au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ça fait partie des thématiques régulièrement abordées, à savoir les maladies chroniques non transmissibles. Vous savez, parmi ces maladies, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a le cancer et il y a le diabète. Le diabète en France, c'est 4 millions de personnes concernées. C'est une maladie qui coûte à la société. C'est une maladie qui coûte aux gens. Vous savez que le diabète est une maladie avant tout vasculaire, avec des complications microvasculaires, macrovasculaires. C'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est l'atteinte rétinienne, c'est l'atteinte rénale, c'est l'atteinte artérielle. Donc c'est des conséquences potentiellement gravissimes. Et tout l'intérêt d'un dépistage précoce, d'une prise en charge précoce, permet de limiter de façon très conséquente la survenue de ces complications, permet d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure insertion sociale. Et donc je crois qu'il est très important, au travers de cette journée, de rappeler ce qu'est le diabète et ce que l'on peut faire pour améliorer le diabète. 2 tentes ont été mises en place pour un dépistage gratuit et sans rendez-vous sur l'esplanade de Fontvieille. Cela commence par un questionnaire suivi d'une micro-piqûre absolument indolore pour connaître son taux de glycémie. L'an passé à Monaco, lors de cette journée mondiale, 280 personnes ont bénéficié de ce dépistage. 3% des taux étaient trop élevés. Il a fallu pour eux approfondir les examens. Ça permet à ce moment-là de conseiller et éventuellement de diriger vers le médecin qui puisse élargir le bilan s'il faut et savoir exactement si on a des doutes, voilà, il faut mieux faire quelque chose. En même temps, en piquant, on leur donne des règles hygiéno-diététiques. Il n'y a pas de régime diabétique, mais par contre, effectivement, un équilibre diabétique qui permet d'éviter ces rigolades de diabète. En 2024, 589 millions d'adultes sont concernés directement par le diabète à travers le monde et on projette qu'ils seront d'ici 2050 853 millions, soit 264 millions de plus.
Un peu plus de légèreté à présent. Après une première édition couronnée de succès, Gioia a ouvert ses portes au public aujourd'hui au One Monte Carlo. Inauguré hier soir en présence de la princesse Charlène, le salon de bijoux regorge de pépites, comme vous allez le voir dans ce reportage. C'est l'idée de deux femmes, Vanessa Margowski et Delphine Pastor-Reis, ont imaginé un salon où bijoux, art et culture ne feraient qu'un. Gioia a vu le jour en 2024 et cette année, parmi les 15 exposants, figure la plus ancienne maison de joaillerie du monde. Mellerio a traversé 4 siècles d'histoire. Elle est la première à s'être installée, place Vendôme. On a servi Marie-Antoinette, Joséphine, les reines, l'impératrice Eugénie, donc l'apogée est au Second Empire et nous sommes encore là aujourd'hui, les derniers indépendants. Ce bijoutier milanais, lui, déniche les plus beaux trésors d'histoire, comme ce collier. Et un or, bien sûr, avec des améthystes cabochons, mais ce sont surtout les émails pliques à jour, donc ce sont des émails transparents, qui c'est la chose plus belle qui faisait râler la lique. Et après, les perles fines, et c'est une ronde de femmes, donc c'est très joli. Puisque le bijou est la première création artistique de l'homme, quelques reliques sont présentées en marge du salon qui souhaitent rompre avec les codes classiques. On est très attaché à ces collaborations que nous mettons en place avec les acteurs culturels de la Principauté. Donc cette année encore, le musée d'anthropologie nous accompagne en nous prêtant des pièces archéologiques, des colliers de 30 millions d'années et organise des workshops pour les enfants autour de la création de la parure historique et le musée national, le nouveau musée national de Monaco qui s'associe à Gioia pour présenter le travail de Virginia Tentindo, dont ils ont une culture dans leur collection permanente et qui a créé des bijoux qui reprennent son vocable dans les années 80. La plupart de ces pièces sont à la vente, alors n'hésitez pas à vous rendre au One Monte Carlo pour les admirer de plus près. Vous avez jusqu'à dimanche des conférences et des rencontres avec des professionnels du secteur sont également organisées sur les 4 jours. Pour les inscriptions, rendez-vous sur le site qui s'affiche sur votre écran. En sport, la Roca Team s'est inclinée hier face à l'Étoile Rouge, 91-79. Après le match face aux Partisans mardi, il s'agit de la deuxième défaite en 48 heures à Belgrade en Euroleague. Les coéquipiers de Mike James ont craqué dans les 4 dernières minutes et déchantent après les 2 beaux succès en Grèce il y a 2 semaines. Les Monégasques se déplaceront encore à 2 reprises ces prochains jours. D'abord au Mans, dimanche en Betclic Elite et puis à Villeurbanne, mercredi en Euroleague. Les caméras de beIN Sport ont débarqué au centre de performance de l'ASM FC à la Turbie ce matin. Le tournage de l'émission Be United porté par Florian Janton s'est déroulé aux côtés d'une quinzaine d'élèves du dispositif Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Des collégiens de Charles III invités à assister à l'entraînement et conviés ensuite sur la pelouse au plus près des joueurs. Émilie Rousseau et Thomas Deus reviennent sur cet instant chargé d'émotions. Ce sont des sourires qui en disent long et qui traduisent une journée exceptionnelle qui restera gravée dans leur mémoire. Ces élèves du dispositif Ulysse du collège Charles III sont les invités de l'émission de Florian Janton, Be United, prochainement diffusée sur beIN Sport. Le concept, c'est très clair, c'est donner la parole à des passionnés de foot en situation de handicap, casser des barrières, militer pour l'inclusion à travers le sport, et on connaît l'impact du football. Donc c'est organiser des rencontres entre des clubs, des joueurs professionnels et des jeunes en situation de handicap. Be United milite pour l'inclusion. C'est aussi un hommage aux éducateurs, aux encadrants, aux professeurs qui permettent à ces jeunes de s'épanouir. À l'occasion de la réalisation de cette émission, soutenue par le programme AS Monaco, Louis, Alessio, Clémence ou encore Vincenzo ont pu approcher au plus près les joueurs du club de la Principauté, unis par la même passion. C'était bien, on a joué avec tous les joueurs. Pour un petit joueur comme marqué but et voilà. C'était bien, c'est bien régalé et voilà, je suis super content. On a de la chance pour aller voir le joueur de Monaco. Il y a Pogba, il y a le Camara, il y a plein de joueurs, etc. Voilà. Moi perso, j'ai bien aimé. Bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui n'ont pas la chance d'avoir cette sensation de voir les joueurs prêts, aller à l'entraînement et plein de choses. Non, en vrai c'est bien, on s'amuse avec les joueurs, on apprend plus sur le foot. Et puis j'ai vraiment aimé quand il y avait Pogba, Camara et plein d'autres joueurs et puis voilà.
Après les terrains, nous retrouvons les élèves en salle de presse pour une conférence inédite avec Kassoum Ouattara et Lamine Camara. Ils endossent alors le rôle de journalistes en posant des questions pertinentes qu'ils ont travaillées en amont dans le cadre de leur programme L'Odyssée d'Ulysse. C'est une chance inestimable parce que rencontrer des sportifs de haut niveau, c'est pas donné à tout le monde. En plus à Monaco, c'est important le sport, c'est quand même l'ADN de la principauté. Donc pour eux, c'était une journée de rêve. Un dernier souvenir, un dernier autographe scelleront ces moments inoubliables. Les élèves pourront les revivre lors de la diffusion de Be United sur beIN Sport, prévue fin novembre, avant le choc entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Quittant le terrain pour les cours de l'école de squash du Monte Carlo Squash Racquet Club, alors que la finale de la 28e édition du Monte Carlo Squash Classic a eu lieu ce soir. Mercredi, les élèves ont passé un moment privilégié avec les joueuses professionnelles engagées dans le tournoi. Frédéric Elion, Thomas Deus et Clélia Renaud. Donc on écoute et on y va. Allez, bonne séance. C'est une tradition depuis plusieurs années en principauté, en marge du Monte Carlo Squash Classic, l'étape monégasque du circuit professionnel féminin, la PSA. Des joueuses professionnelles ont pris du temps mercredi pour s'entraîner avec les enfants de l'école de squash du Monte Carlo Squash Racquet Club. C'est censé se faire un peu sur chaque tournoi sur le circuit. Maintenant, c'est vrai que c'est pas de partout que ça se fait. Nous, on tient à cœur vraiment à chaque fois insister pour le mettre en place. On voit ça avec la PSA qui organise les tournois et les joueuses. On fait vraiment tout pour qu'à chaque année, on ait cette petite tradition pour les enfants. Pour eux, c'est vraiment un moment inoubliable et c'est ce qui leur donne encore plus envie après de continuer de jouer, quoi. L'Irlandaise Brianny Flynn et la Française Élise Romba, proches du top 100 mondial et éliminées prématurément du tournoi, se sont donc transformées en coach particulier pour un moment de partage avec les enfants. C'est cool parce qu'on peut jouer avec des gens qu'on ne peut pas jouer tout le temps. Donc, on doit apprécier ce moment. L'objectif, premier rebond derrière. On essaye. Moi j'aime bien en fait le rapport aussi de passer, on va dire, plus sur du professionnel et que pas que sur du sérieux, mais aussi partager. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et encore plus avec les petits. Et du coup je le fais depuis 3-4 ans là d'affilée, donc c'est bien parce que je vois un peu les mêmes têtes et je vois leur progression aussi, donc c'est assez plaisant. Ça fait bizarre, on n'a pas ça tous les jours et c'est bien. Ça fait combien de temps que tu fais du squash, toi? 2 ans. Et ça te plaît? Oui. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? De jouer et de m'amuser. Cette année, 45 enfants de l'école de squash viennent se défouler sur les cours. Ils étaient une quinzaine ce mercredi pour cet entraînement, pas comme les autres. Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. Nous la refermons comme nous l'avons ouverte, portée par l'élan de la fête nationale qui s'empare de Monaco. Les photos sont signées Stéphane Dana. Dans un instant, les prévisions météo de Christinda Petit-Omel, suivies de votre après-JT consacré ce vendredi à l'exercice Ramoche-Paul 25, une opération pour protéger la Méditerranée. Belle soirée et à demain 19h. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain, la principauté sera sous un ciel très couvert avec un risque d'orage élevé toute la journée. Les températures seront cependant douces puisqu'elles seront comprises entre 15 et 18 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons la Saint-Albert. Alors, l'occasion pour nous de souhaiter une excellente fête au souverain, le prince Albert II de Monaco. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.